Vous n'avez droit à rien, a dit mon beau-père pendant la lecture du testament. Je suis simplement parti. Un mois plus tard, il a été convoqué devant le tribunal, et ce qui s'est passé ensuite a dépassé toutes les attentes. Maintenant, la vérité est claire. Je m'appelle Mélissa, 34 ans. Il y a 3 mois, j'étais assise dans une salle de conférence stérile tandis que l'avocat personnel de mon beau-père faisait glisser sur la table en acajou un document que je n'avais jamais vu auparavant. J'avais passé 12 ans à prendre soin de ma mère, dont 5 ans à l'aider avec son arthrite débilitante. 7 ans pendant sa bataille contre le cancer, et 87 000 $ de l'héritage de mon père investi pour rendre la maison accessible. Robert m'a regardé droit dans les yeux et a crié « Vous n'avez droit à rien ». Lorsque j'ai demandé pourquoi ma maison d'enfance était répertoriée comme sa propriété exclusive, je n'ai pas crié. Je ne me suis pas effondré. Je me suis simplement levé, j'ai pris mon sac à main et je suis parti. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je détenais quelque chose qui allait tout changer. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous, et cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » si vous vous êtes déjà senti trahi par quelqu'un censé vous protéger. Vous voudrez certainement rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Un mois après cette réunion, Robert a reçu la première assignation à comparaître, initiant ce qui allait devenir une bataille juridique de près d'1 an. J'avais des preuves documentées que j'étais légalement copropriétaire de la maison et je commençais le processus pour la récupérer entièrement. Comme établi dans notre accord juridique, il sait maintenant qu'il n'a vraiment aucun droit. Le silence dans cette salle de conférence lorsque je me suis levé résonne encore dans mon esprit. L'avocat était au milieu d'une phrase, expliquant à quel point Robert était généreux en m'accordant 2 semaines pour retirer mes affaires de ma chambre d'enfance. Je me souviens comment le visage de Robert est passé de la colère à la confusion quand je n'ai pas riposté. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à des supplications. C'est ce que j'avais toujours fait auparavant. Tu vas le regretter, m'a-t-il appelé alors que j'atteignais la porte. Je me suis retourné un instant. Non, Robert, je ne le regretterai pas, le parking était brûlant ce jour-là. Juillet en Arizona signifie que l'asphalte rayonne de chaleur comme un four. Je suis resté dans ma voiture pendant 10 minutes. La climatisation à fond, juste à respirer. Mon téléphone a vibré cette fois avec des appels de Robert. Je l'ai mis en silencieux sans regarder. Quand j'ai finalement démarré, quelque chose était différent, comme si le poids que je portais depuis des années s'était déplacé. Pas disparu, juste redistribué en quelque chose que je pouvais réellement utiliser. Je suis allé directement au bureau de Lorraine. Lorraine est ma meilleure amie depuis l'université et est maintenant avocate spécialisée en immobilier. Elle m'attendait, je l'avais appelée dès que j'avais trouvé les documents cachés 3 semaines plus tôt. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé alors que je m'effondrais sur la chaise en face de son bureau. Exactement comme nous nous y attendions, ai-je répondu. Il pense qu'il a tout compris. Lorraine a souri et a sorti un épais dossier. Alors, il va avoir une sacrée surprise. Nous avons passé les 3 heures suivantes à finaliser les documents légaux, chaque reçu des rénovations, chaque virement bancaire, l'accord de copropriété que ma mère avait insisté pour que nous rédigions lorsque j'ai commencé à investir dans la maison. La clause concernant le transfert automatique à son décès, soigneusement élaborée pour se conformer à la loi sur la propriété de l'Arizona par le biais d'un acte de transfert au décès. C'est solide, Mélissa, a dit Lorraine, en révisant les documents à nouveau. Ta mère était incroyablement méticuleuse. Le contrat de mariage a explicitement maintenu cette maison comme sa propriété distincte, et la disposition de transfert au décès est inattaquable en vertu de la loi de l'Arizona. Elle connaissait Robert mieux que quiconque, ai-je dit doucement. Elle me protégeait de la seule manière possible. Maman avait été diagnostiquée avec un cancer du sein de stade 3 peu après que son arthrite ait commencé à limiter sa mobilité. Les traitements étaient brutaux. Alors que Robert n'a assisté qu'à 3 rendez-vous médicaux en 7 ans, j'étais là pour chaque perfusion, chaque scan, chaque nuit de larmes. Je me souviens du jour où nous avons signé les papiers de copropriété. Maman passait une bonne journée. Ses cheveux repoussaient pendant une pause de traitement, et elle avait assez d'énergie pour s'asseoir à la table de la cuisine pendant plusieurs heures. Cette maison sera à toi un jour, Mélissa, avait-elle dit, sa main tremblant légèrement alors qu'elle signait. Je m'en assure légalement. Chaque dollar que tu investis fait partie de ton héritage anticipé. Robert était parti en voyage de golf ce week-end-là. Il n'a jamais su pour notre accord.
Le jour où j'ai déposé les documents légaux était exactement un mois après cette horrible réunion. L'huissier a livré l'assignation à comparaître à Robert pendant qu'il organisait une partie de poker avec ses amis. Le collègue de Lorraine qui a signifié les papiers a dit que son visage était devenu violet de rage. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de maman, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller en pleurant. Ce n'était que le début. L'histoire familiale. Depuis la mort de mon père quand j'avais 15 ans, la dynamique de notre famille a radicalement changé. Maman a épousé Robert seulement 2 ans plus tard, quand j'avais 17 ans. Le deuil était encore vif lorsqu'il a emménagé dans notre maison avec ses costumes de marque et sa voix retentissante. Robert avait déjà un fils, Tyler, de son précédent mariage. Tyler avait 24 ans lorsque nos parents se sont mariés, et finissait l'université. Alors que j'étais constamment rappelé d'économiser pour l'université et d'être responsable, Tyler recevait tout ce qu'il voulait bien qu'il soit un adulte. Maman a financé son MBA, a aidé avec l'apport pour son premier appartement. Il y avait toujours de l'argent supplémentaire pour ses urgences. Je n'ai jamais compris pourquoi. Il construit sa carrière, disait maman, en se frottant les mains de plus en plus douloureuses. Il a besoin de plus de soutien en ce moment. Pendant les 17 années de leur mariage, j'ai observé Robert manipuler ma mère pour qu'elle favorise Tyler à chaque décision. Je suis restée silencieuse. Je suis restée présente, surtout lorsque le diagnostic de cancer est tombé. Ma maison d'enfance avait toujours été mon sanctuaire. Papa avait construit la cabane dans l'arbre du jardin quand j'avais 7 ans, passant tous les week-ends pendant un mois pour la rendre parfaite. Il avait planté la roseraie qui fleurissait sous la fenêtre de ma chambre, remplissant ma pièce de parfum chaque printemps. Après sa mort, cette maison était tout ce qu'il me restait de lui. Quand l'arthrite de maman a commencé à s'aggraver, j'avais 22 ans et je venais de finir l'université. J'ai emménagé à nouveau à la maison au lieu d'accepter l'offre d'emploi à Seattle. J'ai converti la salle à manger en chambre pour elle afin qu'elle n'ait pas à monter les escaliers. Robert s'est plaint de la perte de la salle à manger formelle où il avait organisé ses dîners d'affaires importants. Il ne l'a jamais aidé une seule fois à monter ou descendre les escaliers. Je travaillais alors comme développeuse de logiciels junior, gagnant 42 000 $ par an. Pas assez pour déménager et maintenir mon propre logement tout en aidant maman, mais assez pour contribuer aux dépenses du ménage. La première fois que je suis rentré à la maison pour trouver maman tombée dans la salle de bain, incapable de se relever pendant 3 heures parce que Robert était au golf et avait mis son téléphone en silencieux, quelque chose en moi s'est endurci. Nous devons rendre cette maison accessible, lui ai-je dit cette nuit-là. Sais-tu combien ça coûte? Il a ricané. D'ailleurs, elle ira mieux. Mais elle n'a pas été mieux. L'arthrite s'est étendue à d'autres articulations. Puis est venu le diagnostic de cancer. Je me souviens être assise au cabinet du médecin, tenant la main de maman pendant que l'oncologue expliquait le plan de traitement. Robert vérifiait ses emails sur son téléphone. Stade 3, avait dit le médecin, mais nous avons de bonnes options de traitement. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. J'allais accéder à l'argent de l'héritage que mon père m'avait laissé, qui était dans une fiducie jusqu'à mes 25 ans. 87 000 $ que j'économisais pour un apport pour ma propre maison un jour. Je veux rénover la maison, ai-je dit à maman le lendemain. La rendre entièrement accessible pour toi. Convertir le salon en une suite parentale au rez-de-chaussée. Ajouter des rampes, des barres de soutien, élargir les portes. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. C'est l'argent de ta future maison, ma chérie. C'est ma maison, ai-je dit simplement. Et tu es mon avenir. Robert a bien surargumenté, disant que cela ruinerait la valeur de la propriété. Mais maman a tenu bon, l'une des rares fois où elle l'a contredit. Ce que Robert ne savait pas, c'est que maman avait déjà réfléchi à l'avance. Elle avait consulté son avocat de famille de longue date, Monsieur Wilson, pour protéger mon investissement et s'assurer que la maison serait finalement la mienne. Si tu investis ton héritage dans cette maison, m'a-t-elle dit après que Robert soit sorti en trombe, alors tu devrais en posséder une partie légalement. Nous rédigerons un accord que même Robert ne pourra pas briser. J'ai appris plus tard que maman s'était déjà inquiétée de la situation financière de Robert. Elle avait trouvé des relevés de cartes de crédit montrant des dettes de jeu massives cachées dans un tiroir. C'est pourquoi elle avait insisté sur un contrat de mariage détaillé avant leur mariage, gardant la maison qu'elle avait héritée de ses parents comme propriété distincte qui ne serait pas considérée comme un bien matrimonial en vertu de la loi de l'Arizona.
Ce fut le début de notre plan secret, un plan qui allait finalement tout changer. Des années de dévouement. Au cours des 7 dernières années de la vie de ma mère, c'est moi qui l'ai emmenée à chaque séance de chimiothérapie, à chaque rendez-vous médical, à chaque scan. Cela venait après que j'ai déjà passé 5 ans à l'aider à gérer une arthrite débilitante qui a commencé à affecter sa mobilité avant même le diagnostic de cancer. J'ai ajusté mon emploi du temps, refusé des promotions qui auraient nécessité des voyages, et finalement négocié un poste entièrement à distance en tant que développeuse de logiciels afin de pouvoir être à ses côtés à temps plein. Ma carrière a stagné. Ma vie sociale a disparu. Les rencontres sont devenues impossibles. Je ne me suis pas plainte une seule fois. Heureusement, mon père avait laissé une police d'assurance vie substantielle à son décès, à laquelle je ne pouvais accéder qu'à mes 25 ans. J'ai utilisé cet argent, 87 000 $, pour rénover l'étage inférieur de la maison, transformant le salon en une chambre accessible pour maman, installant des rampes et des barres de soutien, achetant un lit d'hôpital. Tout a été soigneusement documenté avec des reçus et des contrats. Ma mère a insisté pour que nous créions un accord formel de copropriété avec une clause de transfert progressif. Cette maison sera à toi un jour, Mélissa, a-t-elle dit, son écriture autrefois ferme, maintenant tremblante alors qu'elle signait les papiers. Je m'en assure légalement. Chaque dollar que tu investis ici fait partie de ton héritage anticipé. Et quand je serai parti, ma part te sera automatiquement transférée. La maison était dans notre famille depuis 3 générations. Mes grands-parents l'avaient achetée en 1962 pour 18 500 $. Ma mère en a hérité à leur décès, 5 ans avant d'épouser Robert. Maintenant, elle valait un peu plus de 650 000 $. Grâce au marché immobilier florissant de l'Arizona et aux rénovations que j'avais effectuées, Robert avait sa propre propriété d'avant leur mariage, une maison de vacances à Sedona d'une valeur de près de 800 000 $. Maman avait signé un contrat de mariage renonçant à toute prétention à celle-ci. Ce même contrat de mariage stipulait explicitement que la maison familiale de maman resterait sa propriété distincte, non soumise à division en tant que bien matrimonial. Elle avait pris soin de ne jamais ajouter le nom de Robert à l'acte de propriété. La propriété est une sécurité, m'avait dit ma mère une fois lors de l'une de nos conversations nocturnes alors que la douleur la maintenait éveillée. N'oublie jamais cela. Chaque jour est devenu une routine minutieuse. Je me levais à 5 heures du matin pour commencer à travailler tôt, ce qui me permettait de prendre des pauses tout au long de la journée pour les soins de maman. Médicaments à 6 heures, 12 heures, 18 heures et 22 heures. Exercice de kinésithérapie 2 fois par jour. Repas préparés avec une attention particulière à ce qui serait doux pour son estomac après les traitements. Quand la douleur était à son paroxysme, je m'asseyais à côté de son lit, lisant à voix haute ses romans policiers préférés juste pour lui donner un autre endroit où son esprit pouvait aller. Robert était toujours trop occupé ou trop fatigué pour aider. Ses voyages d'affaires coïncidaient commodément avec ses semaines de traitement les plus difficiles. Quand il était à la maison, il se plaignait de l'équipement médical encombrant la maison, de l'odeur des produits de nettoyage spéciaux que nous devions utiliser pour sa peau sensible. Plus d'une fois, je l'ai surpris en train d'examiner des relevés bancaires ou de fouiller les tiroirs du bureau de maman tard le soir. Je n'ai pas compris pourquoi avant bien plus tard. Tyler lui a rendu visite peut-être 5 fois en 7 ans. Toujours avec des cadeaux coûteux entièrement peu pratiques, des peignoirs en soie que maman ne pouvait pas enfiler seule. Des paniers gourmands avec des articles trop riches pour son système digestif sensible. Des billets de théâtre pour des spectacles auxquels elle était trop malade pour assister. Je n'ai jamais dit un mot à ce sujet. Pas à maman. Où prends-tu l'argent pour toutes ces rénovations, a demandé Robert une fois, en regardant la nouvelle rampe pour fauteuil roulant en cours d'installation. Mon héritage, ai-je répondu simplement. Il a hoché la tête, clairement satisfait que cela ne provienne pas de son argent. Ce qu'il ne savait pas, c'est que maman et moi avions déjà rendu visite à Monsieur Wilson, son avocat de longue date, et créé une documentation légale pour chaque dollar que j'avais investi. Chaque amélioration me donnait un pourcentage plus élevé de propriété dans la maison. Au moment où maman est entrée en soins palliatifs, je possédais légalement 43% de la propriété, sa part devant être transférée automatiquement à son décès selon notre accord et l'acte de transfert au décès que nous avions dûment déposé auprès du comté de Maricopa. Je suis tellement désolé de te causer un tel fardeau, a murmuré maman une nuit alors que j'ajustais sa médication contre la douleur. J'ai pris sa main fragile dans la mienne. Tu n'as jamais été un fardeau. Pas une seule fois. C'était la vérité.
Aussi épuisante que ces années aient été, je n'ai jamais regretté un seul instant de m'être occupé d'elle. Ce que je regrettais, c'était de ne pas m'être opposé plus fermement à Robert, de ne pas avoir confronté le favoritisme évident envers Tyler, de ne pas avoir exigé le respect que mes contributions méritaient. Je ne savais pas alors que j'aurais bientôt la chance de corriger tous ces regrets, la trahison. La trahison. Quand ma mère est décédée il y a 4 mois, j'étais dévasté mais réconforté par nos conversations et nos accords. Nous nous étions préparés pour ce moment autant que quiconque pouvait le faire. Je savais exactement ce qu'elle voulait, que j'ai la maison, que ses bijoux aillent à ma cousine Sarah, que sa collection d'art soit donnée au collège communautaire local où elle avait enseigné la littérature pendant 20 ans. La semaine après les funérailles, que j'ai entièrement organisée et payée, Robert a commencé à agir étrangement. Il m'a demandé de vider ma chambre d'enfance, disant qu'il devait évaluer la propriété. Tyler est soudainement apparu après ses rares visites pendant la maladie de maman, et les deux ont passé des heures enfermés dans le bureau à domicile. J'ai remarqué que Robert prenait fréquemment des appels dans sa voiture, parlant à voix basse. Une fois, je l'ai entendu mentionner des paiements en retard et un dernier avis. Son comportement m'a rendu de plus en plus méfiante. J'ai dû voyager pendant 3 jours pour une conférence de travail inévitable, la première fois que j'étais loin de la maison depuis des mois. Avant de partir, j'ai installé de petites caméras de sécurité dans les parties communes de la maison, une précaution qui allait se révéler inestimable. À mon retour, j'ai remarqué que plusieurs documents dans le bureau de ma mère avaient été fouillés. Les images de mes caméras cachées montraient Robert fouillant frénétiquement les classeurs à 2 heures du matin, jurant à voix basse à propos de papiers manquants. C'est là que je l'ai trouvé. Caché parmi des papiers apparemment sans importance se trouvait une copie d'un transfert de propriété daté de seulement 3 semaines auparavant, alors que maman était déjà sous soins palliatifs et sous forte médication contre la douleur. Sa signature était méconnaissable, tremblante et faible. La maison avait été transférée exclusivement à Robert avec une clause bénéficiant à Tyler après son décès. Je n'ai pas seulement pris une photo. J'ai soigneusement retiré le document et l'ai placé dans un endroit sûr, le remplaçant par un dossier d'apparence identique contenant des feuilles vierges. Les images de sécurité avaient montré Robert vérifiant à plusieurs reprises ce dossier, confirmant son importance. Mes mains tremblaient en regardant le document. La date, le 12 avril, était un jour dont je me souvenais clairement. Maman était si fortement médicalisée qu'elle ne pouvait même pas me reconnaître. Elle n'était certainement pas capable de comprendre des documents légaux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La trahison me déchirait plus profondément que je n'aurais pu l'imaginer. Non seulement la trahison de Robert que j'avais anticipée, mais la manière systématique dont il avait planifié cela, attendant que maman soit au plus vulnérable. Le lendemain matin, Robert était inhabituellement joyeux. Je pense à moderniser la cuisine, a-t-il mentionné avec désinvolture autour d'un café. Maintenant que nous n'avons plus besoin de toutes ces modifications accessibles. J'ai failli m'étouffer. Nous venons de perdre maman, et tu planifies déjà des rénovations? Il a haussé les épaules. La vie continue, Mélissa, et cet endroit pourrait avoir besoin de quelques mises à jour si nous décidons un jour de vendre. Vendre? Le mot m'a frappé comme un coup physique. C'est ma maison, ai-je dit doucement. L'expression de Robert s'est durcie. C'est ma maison. Ta mère et moi étions mariés depuis 17 ans. J'ai investi plus de 87 000 $ dans des rénovations, ai-je répliqué. Maman et moi avions un accord. Il a ri. Vraiment ri. Quel que soit l'arrangement que tu penses avoir eu avec elle, cela n'a plus d'importance maintenant. Tout va au conjoint. C'est comme ça que fonctionne le mariage. J'ai fait les gestes ce jour-là, engourdi par le choc. Quand Robert est parti pour son match de golf, j'ai fouillé le bureau plus minutieusement. Toutes les copies de notre accord de copropriété avaient disparu. Le dossier contenant mes reçus de rénovation manquait. Même la carte de visite de Monsieur Shea Wilson, l'avocat de longue date de maman, avait disparu du tableau de liège où elle était épinglée depuis des années. J'ai appelé le bureau de Monsieur Wilson immédiatement, seulement pour me faire dire qu'il était en vacances prolongées en Europe. Son assistante a semblé confuse lorsque j'ai mentionné ma mère, disant que selon leur dossier, ma mère avait transféré ses affaires juridiques à un autre cabinet plusieurs mois auparavant. C'était impossible. Maman avait été trop malade pour même quitter la maison au cours des 6 derniers mois. Quelque chose n'allait pas du tout. J'ai conduit au bureau d'enregistrement du comté de Maricopa cet après-midi-là.
Le transfert de propriété était officiellement enregistré. Selon leur dossier, ma mère s'était présentée en personne pour signer les documents. Y avait-il un témoin, ai-je demandé à l'employé. Elle a vérifié le dossier. Oui, un notaire était présent. Tout semble en ordre. Je me suis senti mal. Ma maison, la maison où j'avais grandi, où j'avais pris soin de ma mère, où j'avais investi mon héritage, m'avait été volée par des documents falsifiés. Quand je suis rentré à la maison, la voiture de Robert était dans l'allée avec un SUV de luxe inconnu. Je suis entré discrètement par la porte latérale et j'ai entendu des voix venant de la cuisine. Nous devrions pouvoir la mettre en vente le mois prochain, disait Robert. Le marché est très favorable en ce moment. Et Mélissa? La voix de Tyler. Et elle? Robert a ricané. Elle n'a aucune revendication ici. Une fois que nous aurons vendu, je lui donnerai quelques milliers pour la faire taire. Elle a toujours été pathétiquement désireuse de plaire. Je me suis retiré silencieusement, mon esprit en ébullition. Il prévoyait déjà de vendre ma maison. Alors que je reculais vers ma voiture, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Une pile de courriers sur la table d'entrée comprenait plusieurs enveloppes avec « Dernier avis » et « Paiement en retard » estampillés en rouge. Robert avait de graves difficultés financières. Je devais agir vite. La révélation et le soutien. J'ai immédiatement appelé ma meilleure amie Lorraine. En tant qu'avocate immobilière, elle comprendrait mieux que quiconque les implications juridiques. Rejoins-moi au Cornerstone Coffee dans 15 minutes, a-t-elle dit après avoir entendu l'urgence dans ma voix. Apporte toute la documentation que tu as. J'ai saisi mon ordinateur portable et le disque dur externe où j'avais stocké des copies numériques de tout ce qui concernait les rénovations de la maison. Dieu merci pour ma paranoïa de programmeuse concernant les sauvegardes. Lorraine m'attendait déjà à mon arrivée, 2 tasses fumantes sur la table. Je n'avais pas dormi depuis 36 heures. Mes mains tremblaient en lui tendant mon ordinateur portable. Cela ressemble à la coercition d'une personne vulnérable, a-t-elle dit après avoir examiné les documents. La signature ne ressemble même pas à la sienne. Et le calendrier soulève de sérieuses questions éthiques et juridiques. Un soulagement m'a envahi. Je n'étais pas folle. Quelqu'un d'autre pouvait aussi voir l'injustice. Que puis-je faire? Ma voix semblait petite, même à mes propres oreilles. L'expression de Lorraine est devenue déterminée. Tout d'abord, nous avons besoin d'une confirmation médicale de l'état de votre mère pendant cette période. Elle m'a aidé à rédiger un email au docteur Martinez, l'oncologue qui avait soigné maman pendant des années. Après une hésitation initiale concernant les problèmes de confidentialité, il a consulté le service juridique de l'hôpital et a confirmé qu'il pouvait témoigner de la capacité cognitive d'une patiente décédée dans les cas de fraude ou de coercition suspectés. Surtout avec l'autorisation de représentant médical que maman avait signée en me nommant. Je peux confirmer que votre mère était sous médication palliative intensive pendant cette période, a-t-il expliqué dans sa réponse. À mon avis professionnel, elle n'était pas en état de prendre des décisions juridiques complexes dans les dernières semaines de sa vie. Si officiellement requis par le tribunal, je peux fournir un avis médical détaillé concernant sa capacité cognitive à ce moment-là. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Le lendemain, Martha, l'infirmière à domicile qui avait aidé aux soins de maman dans les derniers mois, m'a contacté après avoir entendu parler de la situation par le bureau du docteur Martinez. Votre mère craignait que quelque chose comme cela n'arrive, a-t-elle révélé. 2 semaines avant son décès, lors d'une journée de plus grande lucidité, elle m'a demandé de l'aider à sécuriser des documents importants. Martha m'a emmené à un compartiment secret à l'arrière du placard de maman, qu'elles avaient créé spécifiquement à cet effet. Elle a expliqué qu'elle avait attendu pour m'en parler, suivant les instructions explicites de maman d'attendre au moins 1 mois après son décès avant de le révéler. Elle craignait que Robert ne vous surveille de près juste après son décès, a expliqué Martha. Elle voulait vous donner le temps de faire votre deuil avant d'affronter cette bataille. Là, j'ai trouvé le journal de maman et un dossier de documents cruciaux, y compris une copie du testament officiel daté de 5 ans plus tôt, bien avant le transfert suspect préparé par M. Wilson. Notre accord formel de copropriété détaillant comment mes investissements constituaient un achat progressif de la propriété avec une clause spécifique stipulant que je deviendrais propriétaire à part entière automatiquement après son décès. Tous les reçus et preuves de paiement que j'avais faits pour les rénovations et les adaptations.
Une lettre à Monsieur Wilson expliquant ses intentions, Melissa a tant sacrifié pour moi et pour cette maison. Robert a sa propre propriété d'avant notre mariage et Tyler recevra mes investissements et police d'assurance. La maison appartient à ma fille qui l'a transformée en un foyer de soins et d'amour. Plus important encore, un acte de transfert au décès dûment déposé auprès du comté 2 ans plus tôt, transférant légalement sa part de la maison à mon nom à son décès. Je me suis assise sur le sol du placard, serrant ses papiers, des larmes coulant sur mon visage. Ma mère m'avait protégé une dernière fois. Elle m'a fait promettre de ne pas révéler cette cachette avant qu'elle ne soit partie. Et seulement à vous, a dit Martha doucement. Elle était très claire là-dessus. Elle m'a aussi dit d'attendre au moins un mois pour donner à Robert le temps de montrer ses vraies intentions. J'ai contacté Monsieur Wilson le jour même. Il a expliqué qu'il avait essayé de me joindre depuis le décès de maman, mais que Robert avait informé son bureau que j'étais émotionnellement instable et que je voyageais indéfiniment, bloquant ainsi ses tentatives de communication. J'étais très préoccupé, a-t-il dit. Car je savais que votre mère avait des plans très spécifiques pour la succession de sa propriété. Quand j'ai expliqué le document de transfert de propriété, son choc était palpable, même au téléphone. C'est impossible, a-t-il dit fermement. Votre mère et moi avons revu son testament il y a seulement 5 mois lors d'une brève amélioration de son état. Elle était absolument claire sur ses intentions concernant la maison. Mais le document de transfert existe, ai-je dit. Il a été déposé auprès du comté. Alors c'est frauduleux, a-t-il déclaré sans ambages. Je mettrai ma réputation professionnelle en jeu. La signature du notaire devrait également être examinée. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé ce document, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Je n'étais pas seul dans ce combat. J'avais des preuves, des témoins, et maintenant des alliés professionnels qui me croyaient. Quelle est notre prochaine étape, ai-je demandé à Lorraine et à Monsieur Wilson lors de notre conférence téléphonique ce soir-là. Nous montons un dossier, a dit Lorraine. Et nous agissons vite avant que Robert ne puisse vendre la propriété. Monsieur Wilson a acquiescé. Je peux déposer une injonction d'urgence pour empêcher toute vente ou transfert supplémentaire pendant que l'affaire est en cours. Et accepteriez-vous de prendre l'affaire au pourcentage, ai-je demandé avec hésitation, sachant que les frais juridiques pouvaient rapidement devenir accablants. Lorraine et Monsieur Wilson ont échangé des regards. Compte tenu de la solidité de votre documentation et des preuves claires de fraude, oui, a dit Lorraine, nous la prendrons au pourcentage. Le propriétaire légal d'une propriété de 650 000 $ pourra certainement nous payer une fois que cela sera résolu. Cette nuit-là, j'ai enfin dormi profondément, le journal de maman sous mon oreiller. Ces derniers mots d'amour et de protection m'entouraient comme un bouclier. Le combat ne faisait que commencer, mais pour la première fois, je croyais pouvoir gagner. La découverte cruciale. La révélation de Martha concernant les documents cachés a tout changé. Avec une détermination renouvelée, j'ai rencontré Lorraine et Monsieur Wilson à son bureau le lendemain pour examiner toutes les preuves. L'accord de copropriété à lui seul établit votre droit légal à au moins 43% de la propriété, a expliqué Monsieur Wilson, ajustant ses lunettes de lecture. Mais avec la clause de transfert automatique au décès de votre mère et l'acte de transfert au décès, vous avez des droits sur toute la maison. Lorraine a hoché la tête. Et le moment de ce supposé nouveau transfert de propriété est hautement suspect. Le 12 avril, avez-vous dit? J'ai confirmé la date, mon estomac se serrant au souvenir. Maman était complètement inerte ce jour-là. Elle ne pouvait même pas tenir une cuillère, encore moins un stylo. Monsieur Wilson a pris une note. Le témoignage médical du docteur Martinez sera crucial ici. Alors que nous élaborions une stratégie, l'assistante de Monsieur Wilson l'a interrompu avec un appel urgent. Quand il est revenu dans la salle de conférence, son expression avait changé. C'était le greffier de la juge Carlton. Robert a déposé une ordonnance d'expulsion d'urgence contre vous, affirmant que vous vous introduisez illégalement sur sa propriété. Mon cœur s'est serré. Peut-il faire ça? Il peut essayer, a dit Lorraine d'un air sombre. Mais nous déposons notre propre injonction d'urgence aujourd'hui. Cela joue en notre faveur. Cela porte l'affaire devant un juge immédiatement. L'audience était fixée pour le lundi suivant, dans seulement 3 jours. J'ai passé le week-end à rassembler toutes les preuves que je pouvais trouver. Les entrées du journal de maman concernant notre accord, des photos documentant le processus de rénovation, des relevés bancaires montrant les virements de mon compte.
J'ai également recueilli les images des caméras de sécurité montrant Robert fouillant les dossiers de maman tard le soir et discutant de la vente de la maison quelques semaines seulement après son décès. Martha a fourni une déclaration sous serment concernant l'état de maman dans les dernières semaines et la création de la cachette secrète des documents. Le docteur Martinez a envoyé son avis médical concernant la capacité cognitive de maman à la date du prétendu transfert de propriété. Je n'étais pas retourné à la maison depuis la découverte des documents secrets. Robert avait changé les serrures, mais j'avais pris mes biens les plus importants et je restais chez Lorraine. Le lundi matin est arrivé avec un nœud d'anxiété dans mon estomac. Je me suis habillé avec soin dans une simple robe bleu marine et des talons bas. La tenue que j'avais portée à ma remise de diplôme universitaire, le dernier jour heureux avant que la santé de maman ne commence à se détériorer. Le palais de justice était intimidant. Des sols en marbre, de hauts plafonds, le poids de l'autorité juridique pressant de tous les angles. Robert et son avocat sont arrivés quelques minutes avant l'audience, l'air confiant. Robert n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction. La juge Carlton, une femme à l'air sévère dans la soixantaine, a examiné les deux requêtes avec une attention méticuleuse. Je vois 2 motions d'urgence devant moi, a-t-elle commencé. Une pour l'expulsion, une pour l'injonction contre le transfert de propriété. Avant de statuer sur l'une ou l'autre, je dois comprendre plus clairement la situation de la propriété. L'avocat de Robert s'est avancé. Votre honneur, la situation est simple. La propriété appartient uniquement à mon client en tant que conjoint survivant. L'acte de propriété lui a été transféré le 12 avril de cette année avec la pleine connaissance et le consentement de Madame Henderson. Et l'accord de copropriété mentionné dans la requête d'injonction, a demandé la juge Carlton. L'avocat a fait un geste dédaigneux. Un arrangement informel tout au plus, supplanté par le transfert légal de l'acte de propriété. Lorraine s'est levée. Votre honneur, nous avons des preuves substantielles que le transfert du 12 avril était frauduleux. La mère de Madame Henderson était sous forte médication palliative et manquait de la capacité cognitive pour comprendre ou consentir à un tel transfert. Nous avons la déclaration sous serment de son oncologue à cet effet. Elle a présenté les documents que nous avions rassemblés, les dossiers médicaux, l'accord de copropriété original, les reçus de rénovation, l'affidavit de Martha, le contrat de mariage qui maintenait explicitement la maison comme propriété distincte de maman, l'acte de transfert au décès. La juge Carlton les a examinés attentivement, son expression ne laissant rien transparaître. Monsieur Henderson, a-t-elle finalement dit, regardant directement Robert, pouvez-vous expliquer pourquoi ce transfert de propriété a eu lieu alors que votre épouse était, selon son médecin, fortement médicalisée et approchait de la fin de sa vie? Robert s'est agité inconfortablement. Elle parlait de transférer la propriété depuis des mois. Nous avons simplement finalisé ses souhaits et l'accord de copropriété avec sa fille. Un malentendu, a interrompu l'avocat de Robert. Madame Henderson n'a jamais eu l'intention que ce soit juridiquement contraignant. Les yeux de la juge Carlton se sont rétrécis. Pourtant, il porte les signatures des 2 parties, a été notarié et déposé auprès du bureau d'enregistrement du comté il y a 3 ans, et je suis particulièrement intéressé par cet acte de transfert au décès qui semble avoir été dûment exécuté et enregistré il y a 2 ans. La salle est tombée silencieuse. Je refuse l'ordonnance d'expulsion, a finalement dit la juge Carlton, et j'accorde une injonction temporaire contre toute vente ou transfert de la propriété jusqu'à ce que cette affaire puisse être pleinement débattue en justice. Mademoiselle Henderson peut continuer à résider dans le logement pendant cette période. Un soulagement m'a inondé. Ce n'était pas une victoire finale, mais c'était une première étape cruciale. Alors que nous quittions la salle d'audience ce jour-là, Robert nous a rattrapés dans le couloir. Ce n'est pas fini, a-t-il sifflé. Cette maison est à moi. Votre mère voulait que je l'aie. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors vous n'avez rien à craindre quand toutes les preuves seront présentées. Son visage a rougi de colère, mais pour la première fois en 17 ans de relation, je n'ai pas bronché. Quand je suis retourné à la maison ce soir-là, j'ai remarqué que Robert avait hâtivement vidé ses affaires personnelles. Les caméras de sécurité que j'avais installées l'ont filmé en train de retirer des documents, des bijoux et même certaines œuvres d'art de maman, des articles qui étaient spécifiquement mentionnés dans son testament comme devant revenir à d'autres personnes. J'ai tout documenté, ajoutant cela à notre dossier d'affaires grandissant. Les caméras avaient prouvé leur valeur maintes et maintes fois. Alors que je me réinstallais dans ma maison d'enfance, je me sentais à la fois justifié et épuisé. La bataille était loin d'être terminée, mais j'avais gagné la première escarmouche.
Cette nuit-là, j'ai rouvert le journal de maman, trouvant de la force dans ses mots. Reste forte, ma fille. Tu as toujours été la battante de la famille. La décision. Avec l'injonction d'urgence en place, j'ai emménagé à nouveau dans ma maison d'enfance ce soir-là. Robert avait vidé ses affaires personnelles pendant mon absence, laissant des espaces vides dans toute la maison. Je me suis tenu à l'entrée de ce qui avait été la chambre de maman, l'espace accessible que j'avais créé pour elle, et une vague de souvenirs m'a envahi, sa voix faible mais déterminée. Cette maison sera à toi, Mélissa. Je m'en assure. Lorraine a appelé ce soir-là. Nous devons discuter des prochaines étapes. Ce n'est que le début. Elle avait raison. L'injonction était temporaire, conçue pour maintenir le statu quo jusqu'à ce qu'une audience complète puisse être programmée. La vraie bataille était encore à venir. Je me suis assise à la table de la cuisine où maman et moi avions signé notre accord de copropriété, j'ai étalé tous les documents devant moi et j'ai pris une décision, je me battrai avec tout ce que j'avais. Le lendemain matin, j'ai rédigé un email formel à Robert. Je vous écris pour vous informer que je ne retirerai pas mes affaires de la maison. J'engage des poursuites judiciaires pour protéger mes droits de propriété, tels qu'établis dans l'accord de copropriété avec ma mère et l'acte de transfert au décès. À l'avenir, veuillez adresser toute communication à mes avocats. J'ai inclus les coordonnées de Lorraine et Monsieur Wilson, puis j'ai bloqué le numéro de Robert et celui de Tyler. Mes mains tremblaient en appuyant sur « Envoyer », mais ma résolution était ferme. Monsieur Wilson a déposé la plainte formelle contestant le transfert de propriété le jour suivant. Le langage juridique était précis et accablant, transfert frauduleux exécuté alors que la cédante était incapable en raison d'une maladie en phase terminale et sous médication palliative. Coercition d'un individu vulnérable. Tentative de contourner des accords antérieurs juridiquement contraignants. Le tribunal a assigné la juge Ramirez à l'affaire, m'a informé Lorraine une semaine plus tard. Elle est connue pour être minutieuse et juste, mais l'équipe de Robert a demandé un procès avec jury, ce qui prolongera le calendrier. Combien de temps, ai-je demandé? 8 à 14 mois potentiellement. J'ai senti mon cœur se serrer. Plus d'1 an de bataille juridique, des milliers de dollars en honoraires d'avocat, le coût émotionnel de combattre sa famille en public. Cela en vaut-il la peine, ai-je murmuré. Lorraine m'a serré la main. Seul vous pouvez y répondre. Mais sur la base des preuves, vous avez un dossier solide. Et rappelez-vous, nous travaillons au pourcentage parce que nous sommes confiantes dans le résultat. Cette nuit-là, je me suis assise dans l'ancien bureau de papa, la seule pièce que je n'avais pas rénovée pour maman, et j'ai ouvert son journal. Les entrées de la dernière année de sa vie étaient sporadiques, souvent interrompues par la maladie, mais claires dans leur intention. 15 mars. Inquiète de ce que Robert pourrait faire après ma mort. Il pose des questions étranges sur l'acte de propriété de la maison. Appelez Monsieur Wilson aujourd'hui pour confirmer que notre arrangement pour Mélissa est sûr. 4 avril. Mauvaise journée. Douleur à un niveau de 8. Robert a apporté des papiers à signer, mais je ne pouvais pas me concentrer suffisamment pour les lire. Lui ai dit que j'avais besoin que Monsieur Wilson examine tout d'abord. Il semblait en colère. 10 avril. J'ai demandé à Martha de m'aider à sécuriser des documents importants. Je ne fais plus confiance à R. Je dois protéger l'avenir de M3 mars. Trouver un autre relevé de carte de crédit. Robert doit 78 000 $ à quelqu'un nommé Victor. Dette de jeu. Maintenant, je comprends pourquoi il s'est tellement intéressé à la maison ces derniers temps. La dernière entrée datée du 18 avril, seulement 2 semaines avant son décès, si tu lis ceci, Mélissa, je suis parti. Batte-toi pour ce qui est à toi. Tu l'as mérité par des années d'amour et de sacrifice. Ne laisse personne te dire le contraire. Rappelle-toi ce que papa disait toujours, les Henderson ne reculent pas quand ils ont raison. Les larmes brouillaient ma vision, mais ma décision s'est cristallisée. J'honorerai ses souhaits. Je me battrai. Le lendemain matin, j'ai appelé Lorraine. Je veux poursuivre l'affaire jusqu'au bout. Êtes-vous sûr? Ce ne sera pas facile. Je suis sûr, ai-je dit, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Il ne s'agit pas seulement d'une maison. Il s'agit d'honorer les souhaits de maman et de défendre ma propre valeur. Cet après-midi-là, j'ai appris que Robert avait commencé à dire aux membres de la famille et aux amis communs que j'essayais de voler la maison familiale et que j'étais une fille ingrate.
Je n'ai répondu à aucun des messages confus qui ont suivi. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la préparation de la longue bataille juridique à venir. Lorraine et M. Wilson m'ont aidé à comprendre le processus. La phase de découverte viendrait en premier, l'échange formel de preuves et les dépositions, puis les requêtes préliminaires. Enfin, si aucun accord n'était trouvé, le procès lui-même. Documenter tout, a conseillé Lorraine, toute communication de Robert ou Tyler, toute tentative d'accès à la propriété, tout commentaire aux amis communs. J'ai créé un dossier numérique sécurisé pour chaque pièce de preuve, chaque email, chaque message texte. J'ai maintenu les caméras de sécurité autour de la maison, les améliorant pour un système qui stockerait les images en toute sécurité dans le cloud. Je bâtissais un dossier impénétrable. Une semaine plus tard, les caméras de sécurité ont capturé quelque chose d'important, Robert essayant d'entrer dans la maison à 1h du matin en utilisant une clé qui ne fonctionnait plus. Les images le montraient clairement tentant plusieurs portes avant d'abandonner de frustration. Le lendemain, il y a eu une tentative échouée d'accéder à mes comptes bancaires en ligne. L'adresse IP remontait à la maison de Robert. J'ai ajouté ces incidents à notre dossier grandissant. Chacun de renforçait notre affaire, montrant un schéma de désespoir et de comportement douteux. Tout au long de cette période, j'ai remarqué Tyler passant occasionnellement devant la maison en ralentissant mais sans jamais s'arrêter. Contrairement à son père, il semblait en conflit, incertain. Une fois, nos yeux se sont croisés alors qu'il passait et j'ai vu quelque chose d'inattendu dans son expression, du doute. Selon vous, que va-t-il se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. La confrontation juridique. L'audience préliminaire a été programmée 6 semaines après le dépôt de l'affaire. Je suis arrivé au palais de justice 30 minutes en avance, l'estomac noué malgré des semaines de préparation. Robert est arrivé avec Tyler à ses côtés, tous deux en costume coûteux, accompagnés d'un avocat immobilier spécialisé dans les successions. C'était différent de l'avocat d'affaires qui avait été présent à l'audience d'urgence. Robert prenait maintenant cela au sérieux. La juge Ramirez a ouvert la séance précisément à 9h. Son efficacité était intimidante. Pas de mots inutiles, pas de patience pour la théâtralité juridique. J'ai examiné les dossiers des deux parties, a-t-elle commencé. Il s'agit d'une affaire complexe avec de graves allégations de fraude et de coercition. L'audience d'aujourd'hui établira le calendrier de la phase de découverte et fixera les paramètres préliminaires. L'avocat de Robert a plaidé en premier, présentant le document de transfert de propriété comme une preuve définitive de propriété. Madame Henderson avait clairement l'intention que son mari ait la maison familiale. Les prétentions de la plaignante concernant un arrangement informel de copropriété ne peuvent pas outrepasser un transfert d'acte légalement exécuté. Quand ce fut notre tour, Lorraine a présenté l'accord de copropriété, complet avec la notarisation et les timbres de dépôt du comté datant de 3 ans auparavant. Elle a remis en question le calendrier suspect du nouveau transfert et a présenté l'affidavit du docteur Martinez concernant la capacité mentale de maman. Votre honneur, nous avons des documents prouvant que Madame Henderson a investi 87 000 $ de son propre héritage pour rendre cette maison accessible à sa mère. Ce n'était pas de la charité. C'était un investissement dans une propriété qu'elle possédait légalement en copropriété, avec l'entente que la pleine propriété lui serait transférée au décès de sa mère. Lorraine a ensuite présenté l'acte de transfert au décès, dûment exécuté et déposé 2 ans plus tôt. Ce document, votre honneur, rend la succession de propriété cristalline. Madame Henderson avait l'intention que sa fille reçoive la pleine propriété à son décès. Robert s'est agité inconfortablement sur son siège. Lorsque Lorraine a mentionné le montant que j'avais investi, il s'est penché en avant, chuchotant furieusement à son avocat. La juge Ramirez a posé plusieurs questions précises sur le calendrier, se concentrant particulièrement sur le 12 avril, la date du transfert contesté. Monsieur Henderson, a-t-elle adressé directement à Robert? Étiez-vous présent lorsque votre épouse a signé ce document de transfert? Oui, votre honneur, a-t-il répondu avec confiance. Et qui d'autre était présent? Le notaire, bien sûr, et mon fils est intervenu brièvement. Lorraine a pris une note. Tyler n'avait pas été mentionné comme témoin dans le dépôt initial. Mademoiselle Henderson. La juge s'est tournée vers moi. Quand avez-vous vu pour la dernière fois votre mère suffisamment alerte pour comprendre et signer des documents légaux? J'ai pris une profonde inspiration. Mi-mars, votre honneur. Après cela,
sa médication a été considérablement augmentée pour la gestion de la douleur. Début avril, elle ne me reconnaissait souvent pas. La juge Ramirez a hoché la tête pensivement. J'établis une période de découverte de 4 mois. Les deux parties échangeront toute la documentation pertinente. Les dépositions commenceront dans 6 semaines. Alors qu'elle décrivait le calendrier, le visage de Robert s'est assombri. Lorsqu'elle a mentionné que la maison resterait sous l'injonction temporaire, empêchant toute vente ou transfert, il a explosé. « C'est ridicule », a-t-il crié, se levant de son siège. Elle n'a droit à rien. La salle d'audience est tombée silencieuse. La juge Ramirez l'a foudroyé du regard. « Monsieur Henderson, de tels accès de colère ne seront pas tolérés dans mon tribunal. Un autre incident de ce genre entraînera des accusations d'outrage. » L'avocat de Robert l'a tiré de force sur son siège, chuchotant avec urgence. Tyler regardait droit devant lui, son visage illisible, bien que j'ai remarqué une légère crispation quand son père a crié. Alors que nous quittions la salle d'audience, j'ai senti la main de Lorraine sur mon épaule. Cet accès de colère n'a pas aidé son dossier, a-t-elle murmuré. Les juges remarquent ce genre de comportement. Le processus de découverte a commencé immédiatement. Les deux parties ont échangé des demandes de documents. L'équipe de Robert a exigé chaque relevé bancaire, chaque reçu, chaque communication entre maman et moi concernant la maison. Nous avons demandé tous les dossiers financiers de Robert des 5 dernières années, les coordonnées du notaire qui a été témoin du transfert, et des informations détaillées sur le calendrier de médication de maman en avril. Une semaine après l'audience préliminaire, Robert a lancé une campagne de diffamation, des parents éloignés et des amis communs ont commencé à recevoir des emails et des appels affirmant que je volais l'héritage familial et que j'étais une fille ingrate. Tante Margaret m'a appelé, confuse. Robert dit que tu essaies de lui prendre la maison après tout ce qu'il a fait pour ta mère. Ça ne te ressemble pas, Mélissa. J'ai expliqué aussi calmement que possible. Maman et moi avions un accord légal de copropriété. J'ai investi mon héritage dans la maison avec l'entente qu'elle deviendrait mienne après son décès. Robert essaie d'annuler cela avec un document signé alors qu'elle était fortement médicalisée. Oh, a dit Margaret doucement. Il n'a rien mentionné de tout ça. Des conversations similaires ont eu lieu avec d'autres membres de la famille et amis. Certains ont cru la version de Robert, d'autres ont réservé leur jugement. Quelques-uns, comme ma cousine Sarah, qui avait été témoin direct du déclin de maman, se sont fermement tenus de mon côté. Le stress était accablant. J'ai perdu du poids. Le sommeil devenait insaisissable. Les échéances de travail se confondaient alors que j'essayais d'équilibrer ma carrière avec les exigences du procès. À travers tout cela, je me suis accroché au journal de maman. Ces mots sont devenus mon mantra, batte-toi pour ce qui est à toi. 2 mois après le début du processus de découverte, quelque chose d'inattendu s'est produit. Notre équipe juridique a finalement localisé le notaire dont la signature figurait sur le document de transfert frauduleux. Son nom était Jessica Alvarez. Et lorsqu'elle a été contactée, elle a été horrifiée d'apprendre comment son nom avait été utilisé. Je n'ai jamais notarié ce document, a-t-elle déclaré dans une déclaration sous serment. Ce n'est pas ma signature. Quelqu'un a falsifié mes accréditations. Cela a changé la donne. La falsification de la signature d'un notaire était une infraction pénale grave. L'affaire était passée d'un litige civil à un territoire criminel potentiel. Confronté à cette preuve, l'avocat de Robert a demandé une réunion privée immédiate avec notre équipe juridique. Pour la première fois, un règlement a été mentionné. Le comportement de Tyler avait également changé. Pendant les tentatives de plus en plus désespérées de son père pour me discréditer, je l'ai remarqué devenir plus renfermé, moins solidaire. Une fois, lorsque Robert était particulièrement vicieux dans ses accusations, Tyler est réellement parti. Les fissures commençaient à apparaître. La manipulation. Au cours des 5 mois suivants, alors que le processus juridique avançait à pas d'escargot, avec une lenteur douloureuse, Robert a essayé toutes les tactiques possibles pour me faire abandonner. D'abord, il a envoyé ma tante Margaret pour me convaincre. Elle est arrivée à l'improviste un dimanche après-midi, son expression mélange de détermination et de malaise. « Votre mère voudrait que la famille reste unie », a-t-elle dit, perchée maladroitement sur le bord du canapé. Pas se battre pour des biens matériels. Je lui ai offert du thé, mes mains fermes. Maman voulait que j'aie cette maison.
Elle l'a mis par écrit légalement il y a des années. Mais Robert était son mari, a insisté Margaret. 17 ans ensemble, ça compte pour quelque chose. Oui, cela compte, ai-je reconnu. C'est pourquoi elle s'est assurée qu'il garde sa propriété de Sedona d'une valeur de près de 800 000 $ et pourquoi Tyler a été désigné bénéficiaire de ses comptes d'investissement et de ses polices d'assurance. Cette maison était destinée à moi. Margaret est partie sans me faire changer d'avis, mais Robert ne faisait que commencer. Une semaine plus tard, son avocat a proposé une offre de règlement, je recevrais 10% de la valeur de la maison si je retirais la plainte. Lorraine a ricané lorsque je lui ai transféré l'email. Ils deviennent nerveux. La phase de découverte ne se passe pas bien pour eux. Elle avait raison. Nous avions appris que Robert avait mis la propriété en vente auprès d'une agence immobilière seulement 3 semaines après les funérailles, un fait que mes avocats considéraient comme extrêmement favorable à notre dossier. Cela montre une intention de liquider rapidement l'actif avant que toute question ne puisse être soulevée, a expliqué M. Wilson. Le tribunal en prendra note. L'enquête sur la fraude notariale progressait également. Le bureau du procureur de district avait ouvert un dossier sur l'affaire, demandant des entretiens avec Robert et la personne qui s'était fait passer pour Jessica Alvarez. À l'approche des dépositions, le désespoir de Robert est devenu plus évident. Il a commencé à apparaître dans les endroits qu'il savait que je fréquentais, mon café préféré, la librairie où j'achetais mon roman policier hebdomadaire, même le sentier où je faisais du jogging chaque samedi matin. Chaque rencontre fortuite incluait une variante de « nous devrions parler en privé », sans les avocats. J'ai refusé à chaque fois, et les caméras de sécurité que j'avais installées autour de ma maison l'ont filmé passant à des heures étranges, s'arrêtant parfois pour observer la maison pendant plusieurs minutes avant de repartir. Puis sont venues les menaces. Si vous continuez avec ce procès, certains secrets de famille pourraient être révélés, a-t-il dit lors d'une rencontre à l'épicerie. Des choses que votre mère ne voudrait pas voir divulguées. Je l'ai regardé, mon panier de courses serré fermement. Vous me menacez ? Juste réaliste, a-t-il dit avec un haussement d'épaule. Les procès rendent tout public. J'ai signalé l'incident à Lorraine immédiatement. Il est en train de devenir désespéré, a-t-elle observé. Les personnes coupables ont toujours recours à la manipulation quand elles sentent qu'elles perdent le contrôle. J'ai également déposé un rapport de police pour harcèlement, créant un dossier officiel du comportement de Robert de plus en plus préoccupant. La déposition de Tyler a été programmée en premier, en tant que fils de Robert et témoin revendiqué du transfert de propriété. Son témoignage était crucial. Le matin de la déposition, je suis arrivé au bureau de Lorraine pour la trouver le front plissé devant son ordinateur. L'avocat de Tyler vient de demander un report, a-t-elle dit, invoquant une urgence familiale. Y a-t-il vraiment une urgence ? L'expression de Lorraine était sceptique. Ils ont demandé un délai de 2 semaines. La juge Ramirez l'a accordé, mais avec la stipulation qu'aucun autre report ne serait autorisé. 2 semaines plus tard, Tyler s'est finalement présenté pour sa déposition. Son témoignage était un récit soigneusement construit qui soutenait les affirmations de son père tout en restant vague sur les détails spécifiques. Oui, j'étais présent lorsque Catherine a signé le transfert, a-t-il déclaré. Était-elle alerte et consciente de ce qu'elle signait, a demandé Lorraine. Tyler a hésité. Elle semblait comprendre. A-t-elle lu le document ? Une autre hésitation. Papa le lui a expliqué, mais l'a-t-elle lu elle-même ? Je ne me souviens pas spécifiquement. Le schéma a continué. Tyler ne pouvait pas se souvenir du nom du notaire. Ne pouvait pas se souvenir exactement de l'heure à laquelle la signature avait eu lieu. N'était pas sûr si sa belle-mère avait reçu sa médication avant ou après la signature. Ce qui était notable, cependant, était le langage corporel de Tyler. Il évitait le contact visuel, gigotait constamment, et lorsqu'on lui a montré des photos de maman de cette période clairement incapable, son malaise est devenu visible pour tout le monde dans la pièce. Il essaie d'éviter le parjure tout en soutenant l'histoire de son père, a expliqué Lorraine après coup. Remarquez comment il n'a jamais donné de réponse définitive sur son état mental ou sa capacité. La déposition de Robert a suivi. Contrairement à son fils, il était catégorique et précis. Catherine avait été complètement lucide, avait compris exactement ce qu'elle signait, avait explicitement déclaré qu'elle voulait qu'il ait la maison. Il a affirmé qu'elle était inquiète que Melissa prenne des décisions impulsives avec un actif aussi précieux.
Il a affirmé qu'elle voulait que je supervise la vente éventuelle et que je m'assure que Melissa reçoive un certain bénéfice mais pas le contrôle. Interrogé sur le notaire, Robert a fourni un nom qui ne correspondait pas à Jessica Alvarez. Confronté à cette divergence, il a invoqué des problèmes de mémoire dus au stress de la perte de sa femme. Mais lorsqu'on l'a pressé sur sa situation financière, Robert est devenu défensif et évasif. Êtes-vous actuellement confronté à des dettes importantes, a demandé Lorraine. C'est hors de propos, a-t-il claqué. Permettez-moi de reformuler. Devez-vous de l'argent à quelqu'un nommé Victor? Le visage de Robert a pâli. Comment vous? Il s'est arrêté, regardant son avocat pour obtenir de l'aide. Nous devrons voir la pertinence de ces questions financières, a interrompu son avocat. Lorraine a souri calmement. La pertinence? Conseiller, nous sommes en train d'établir le motif de la fraude. Le journal de Catherine Henderson mentionne la découverte des dettes de Monsieur Henderson envers quelqu'un nommé Victor, qu'elle croyait être lié au jeu. L'avocat de Robert a demandé une pause. Quand ils sont revenus, Robert a soudainement prétendu se sentir mal, et la déposition a été ajournée. Ma propre déposition s'est concentrée sur l'accord de copropriété, les rénovations que j'avais financées, et l'état de maman dans ces dernières semaines. L'avocat de Robert a tenté à plusieurs reprises de suggérer que j'avais manipulé ma mère pour qu'elle accepte l'arrangement de copropriété. N'est-il pas vrai que vous deviez gagner significativement de cet arrangement, a-t-il demandé. J'ai investi 87 000 $ de mon propre héritage dans une maison que ma mère et moi possédions légalement en copropriété, ai-je répondu calmement. Chaque dollar a été documenté et convenu. Mais vous vous attendiez à recevoir toute la propriété éventuellement, n'est-ce pas? Selon notre accord juridique, oui, c'était l'arrangement que nous avions fait ensemble avec un conseiller juridique quand elle était complètement en bonne santé et compétente. À travers tout cela, j'ai maintenu le sang-froid que maman avait toujours admiré. Tu ne les laisses jamais te voir transpirer, disait-elle. C'est ton super pouvoir, Melissa. Alors que les dépositions se terminaient, quelque chose de subtil mais significatif avait changé dans la dynamique de l'affaire. Tyler avait commencé à se distancer de son père. 2 fois au cours des procédures, il avait contredit la version des événements de Robert de manière petite mais significative, et j'avais remarqué autre chose, Tyler me regardait avec une expression qui ressemblait presque à du respect. Si vous avez déjà été confronté à la manipulation de membres de votre famille, tapez « force » dans les commentaires. Votre histoire compte et votre courage inspire. La transformation. Au cours des mois de bataille juridique, quelque chose a changé en moi. Le besoin constant de me défendre, d'affirmer mes droits, de tenir bon face à la manipulation. Cela m'a changé d'une manière que je n'avais pas anticipée. J'ai commencé une thérapie, suis retourné à la salle de sport et ai repris des hobbies que j'avais abandonnés pendant les années où je m'occupais de maman. Le projet de programmation que j'avais mis en veilleuse, le groupe de randonnée que j'avais quitté, le club de lecture que j'avais adoré, ma thérapeute, la docteure Lavigne, m'a aidé à reconnaître les schémas de complaisance et d'évitement des conflits que j'avais développés au fil des années à naviguer dans la manipulation de Robert. Vous avez passé la majeure partie de votre vie d'adulte à anticiper les besoins des autres, a-t-elle observé. Que se passe-t-il lorsque vous priorisez les vôtres? C'était un concept révolutionnaire. Que voulais-je? De quoi avais-je besoin? Au fur et à mesure que l'affaire progressait vers son 8e mois, je me sentais plus forte chaque jour. Ma voix, autrefois hésitante lors des confrontations, est devenue stable. Mes limites, autrefois perméables, sont devenues solides. La transformation n'était pas seulement interne. J'ai coupé mes cheveux longs jusqu'à la taille pour une coupe confiante aux épaules. J'ai remplacé ma garde-robe sobre par des couleurs qui me faisaient me sentir puissante. J'ai commencé à prendre la parole lors des réunions de travail au lieu de céder aux voix plus fortes. Ma chef d'équipe a remarqué le changement. Quoi que vous fassiez, continuez comme ça, a-t-elle dit après que j'ai présenté avec succès une proposition de projet majeur. Vous occupez enfin la place que vous méritez. L'affaire juridique a poursuivi sa progression lente. Des experts ont été consultés, des dossiers financiers analysés, des avis médicaux déposés. Chaque pièce de preuve renforçait notre position. L'enquête du procureur sur la fraude notariale avait progressé vers des entretiens formels. La possibilité d'accusation criminelle planait sur Robert, ajoutant une couche de pression supplémentaire. Puis, un mardi après-midi, Robert est apparu inopinément sur mon lieu de travail.
Je quittais le bureau quand je l'ai aperçu m'attendant près de ma voiture dans le parking souterrain. Mon ancien moi se serait senti piégé, anxieux. Le nouveau moi ne ressentait qu'une calme détermination. Nous devons parler en privé, a-t-il dit en s'approchant alors que je déverrouillais ma voiture. Tout ce que vous avez à dire peut passer par mes avocats, ai-je répondu, ma voix stable. Mélissa, nous sommes de la famille, a-t-il imploré, son ton soudain doux. Votre mère n'aurait jamais voulu ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma mère n'aurait jamais voulu que vous essayiez de me voler après tout ce que j'ai fait pour elle. Je ne me bats pas pour une maison, Robert. J'honore ses souhaits et ma propre valeur. Son expression s'est durcie. Vous faites une erreur. Je vous offre une dernière chance de régler cela raisonnablement. Mes avocats ont été clairs sur ce qui constitue un règlement raisonnable, ai-je répondu. La pleine reconnaissance de mes droits de propriété tels qu'établis légalement il y a des années. Vous le regretterez, a-t-il menacé, son masque de préoccupation familiale glissant. Quand tous les frais juridiques engloutiront toute la valeur que vous pensez protéger. J'ai calmement placé mon sac dans la voiture. La maison vaut 650 000 $. Mon équipe juridique travaille au pourcentage. Même si cela prend encore un an, les calculs jouent en ma faveur. Pour la première fois en 17 ans de relation, j'ai vu Robert sans voix. L'homme qui avait toujours un angle, toujours su comment faire pression ou manipuler, me regardait comme si j'étais une étrangère. À bien des égards, je l'étais. On se voit au tribunal, ai-je dit, fermant la portière de ma voiture. L'expression de choc sur son visage lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait plus me manipuler valait chaque centime des frais juridiques. 2 jours plus tard, Tyler a appelé. Nous ne nous étions pas parlé directement depuis avant la mort de maman. Papa perd la tête, a-t-il dit sans préambule. Il est obsédé par cette affaire. Ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. Écoute, je sais que toi et moi n'avons jamais été proches, mais... Il a hésité. Certaines choses ne collent pas pour moi. J'ai attendu, ne disant rien. Avez-vous vraiment investi autant dans la maison? 87 000 $. Chaque centime est documenté, ai-je confirmé, plus d'innombrables heures de soins non rémunérés pour maman. Il y a eu un long silence. Je ne savais pas, a-t-il finalement dit, l'ampleur de sa maladie, à quel point tu as fait. Papa disait toujours qu'elle allait bien chaque fois que je demandais. Elle n'allait pas bien, ai-je dit simplement. Elle mourait douloureusement lentement pendant que je réorganisais toute ma vie pour prendre soin d'elle. Un autre silence. J'aurais dû lui rendre plus de visites. Oui, ai-je acquiescé. Tu aurais dû. La conversation s'est terminée maladroitement, mais quelque chose avait changé. Tyler ne s'était pas excusé exactement, mais il avait reconnu une vérité qu'il avait précédemment ignorée. Une semaine plus tard, le docteur Martinez a appelé. Le tribunal avait officiellement demandé son témoignage d'expert concernant la capacité cognitive de maman dans ces dernières semaines. J'ai soumis mon avis médical complet, m'a-t-il dit, y compris les détails sur les médicaments spécifiques qu'elle prenait le 12 avril et leurs effets documentés sur la fonction cognitive et la capacité de prise de décision. Lorraine a appelé le lendemain, sa voix animée d'excitation. Le témoignage de Martinez est accablant pour leur dossier. Il a déclaré sans équivoque que votre mère n'avait pas la capacité de comprendre ou de consentir au transfert de propriété pendant cette période. L'affaire avançait régulièrement dans notre direction. Les tentatives de Robert de discréditer l'accord de copropriété avaient échoué sous l'examen juridique d'experts. Les circonstances suspectes du transfert de propriété étaient de plus en plus apparentes. Alors que le 9e mois de la bataille juridique approchait, j'ai reçu un email inattendu de l'avocat de Robert proposant un nouveau règlement. Je recevrai 75% de la propriété de la maison, Robert conservant 25%. Ils deviennent désespérés, a observé Lorraine. Mais nous maintenons notre position pour 100% selon l'accord initial. J'ai accepté. Nous étions allés trop loin pour transiger maintenant. Ce week-end-là, j'ai repeint la chambre de maman, l'espace accessible que j'avais créé pour elle au rez-de-chaussée. L'équipement médical avait disparu maintenant. Le lit d'hôpital donnait à une famille dans le besoin. Je l'ai transformé en un bureau lumineux avec ses paysages à l'aquarelle préférés sur les murs. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai ressenti sa présence comme un réconfort plutôt qu'une blessure. Tu fais exactement ce que je t'ai appris à faire, pouvais-je presque l'entendre dire, tenant bon avec grâce.
Le tournant inattendu. Au 10e mois du processus juridique, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tyler m'a contacté, me demandant de le rencontrer pour prendre un café. Seul, à l'insu de Robert. J'ai accepté avec prudence, choisissant un café dans un quartier que Robert ne visitait jamais. Tyler est arrivé l'air nerveux, évitant le contact visuel, jouant avec sa montre une Breitling à 6 000 $ que j'ai reconnue comme un cadeau de ma mère pour son 30e anniversaire. J'ai trouvé quelque chose que tu devrais voir, a-t-il dit, faisant glisser une enveloppe manie sur la table. À l'intérieur se trouvaient des courriels imprimés entre Robert et l'avocat qui avait mené la réunion de succession à un ami personnel de Robert, pas un professionnel indépendant. Les courriels discutaient explicitement de la manière de contourner l'accord de copropriété et de s'assurer que la maison reste uniquement à la famille de sang. J'ai regardé les papiers, puis Tyler. Pourquoi me montres-tu ça? Il a soupiré profondément, rencontrant enfin mes yeux. Parce que mon père m'a trahi, moi aussi. Il a expliqué qu'il avait découvert que Robert avait vendu les investissements qui auraient dû lui revenir selon le testament original de maman. Robert y avait eu accès parce que maman l'avait ajouté comme co-signataire pour simplifier la gestion financière pendant sa maladie. Maman a essayé de le retirer comme co-signataire dans les derniers mois, a dit Tyler, mais son état s'est détérioré trop rapidement avant qu'elle ne puisse achever le processus. Robert avait utilisé l'argent pour payer des dettes de jeu dont Tyler ignorait même l'existence. Quand je l'ai confronté, il a dit que je devrais être reconnaissant pour ce que j'avais déjà reçu dans la vie. Tyler semblait sincèrement rempli de remords. J'ai réalisé qu'il nous a tous manipulés, y compris votre mère. Je témoignerai de ces courriels si cela aide votre dossier. Je l'ai étudié attentivement. Le beau-frère privilégié, qui avait reçu tous les avantages pendant que je luttais, avait maintenant l'air vaincu, presque humble. Pourquoi ne lui rendais-tu pas plus de visites, ai-je demandé, la question qui me brûlait depuis des années. Les yeux de Tyler se sont baissés. Papa disait toujours qu'elle allait mieux, que trop de visiteurs la fatiguaient. Quand j'ai rendu visite et vu à quel point les choses étaient vraiment graves, je n'ai pas pu le supporter. C'était plus facile de croire sa version. J'ai compris alors que Tyler avait aussi été victime de la manipulation de Robert, juste d'une manière différente. Alors que j'avais été contrôlé par la critique et le mépris, Tyler avait été contrôlé par de fausses louanges et un sentiment d'entitlement. Ces courriels, ai-je dit, tapant sur l'enveloppe. Ils sont datés d'avant la mort de maman. Tyler a hoché la tête. Robert planifiait cela depuis des mois. Il savait exactement ce qu'il faisait. Tyler avait plus à partager. Il avait découvert que Robert devait plus de 150 000 $ à un usurier nommé Victor Mendes. Les dettes de jeu étaient bien pires que ce que quiconque avait réalisé. Il doit vendre la maison, a expliqué Tyler. Ces gens ne prennent pas de reconnaissance de dette. C'est pourquoi il était si désespéré. Le lendemain, j'ai transféré les courriels à Lorraine et Monsieur Wilson. Leur réponse a été immédiate et énergique. C'est la preuve irréfutable, a déclaré Lorraine lors de notre réunion d'urgence. Preuve d'une intention préméditée de contourner l'accord légal. Le tribunal portera un regard très sombre sur cela. Devrions-nous interroger Tyler de nouveau, ai-je demandé. Monsieur Wilson a secoué la tête. Mieux vaut garder son nouveau témoignage pour le procès. L'élément de surprise sera précieux. Cependant, nous avons informé le bureau du procureur de district de la nouvelle preuve. L'enquête sur la fraude notariale s'étendait maintenant pour inclure d'éventuelles accusations de complot. L'affaire s'est accélérée après cela. La juge Ramirez a programmé l'audience finale pour le mois suivant, presque exactement un an après cette première horrible réunion où Robert avait crié que je n'avais aucun droit. À l'approche de la date du procès, Robert a fait une dernière tentative désespérée. Il est apparu chez moi un dimanche matin, l'air hagard et vieilli. Je sais pour Tyler, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. Il a trahi son propre père. Il a choisi la vérité, ai-je corrigé. Il y a une différence. La façade de Robert s'est fissurée. Je ne peux pas perdre cette maison. J'ai déjà tout perdu. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Vous auriez pu aborder cela honnêtement dès le début, ai-je dit. Reconnaître l'accord légal que maman et moi avions, respecter ses souhaits. C'était ma femme, a-t-il explosé. 17 ans. Ça devrait compter pour quelque chose. Ça a compté, ai-je répliqué calmement.
Elle s'est assurée que vous gardiez votre propriété de Sedona, s'est assurée que vous receviez sa pension. Elle a pourvu à vos besoins, Robert. Elle ne vous a juste pas tout donné, surtout pas quelque chose qui était déjà partiellement à moi. Son expression s'est assombrie. Ce n'est pas fini. Mais nous savions tous les deux que ça l'était. Les caméras de sécurité ont capturé tout l'échange, ajoutant une pièce de plus à notre dossier accablant. 3 jours avant le procès, l'avocat de Robert a contacté Lorraine avec une nouvelle offre de règlement, la pleine reconnaissance de mes droits de propriété en échange d'un petit paiement en espèces à Robert, $25 000 ostensiblement pour les améliorations qu'il avait apportées à la propriété. Lorraine et moi en avons discuté brièvement. Nous pourrions contre-proposer $10 000 et en finir maintenant, a-t-elle suggéré. Épargner le stress du procès. J'y ai réfléchi, tenté par la perspective d'une résolution immédiate. Puis je me suis souvenu des mois de manipulation, du document falsifié, de la tentative de voler ce que ma mère m'avait explicitement voulu donner. Non, ai-je décidé, je veux la décision du juge au dossier. Je veux que le transfert frauduleux soit formellement invalidé. Je veux que cela soit conclu correctement et complètement. Lorraine a souri. J'espérais que tu dirais ça. Justice rendue. Le procès final a eu lieu 11 mois après cette première horrible rencontre. La salle d'audience était plus bondée que lors des audiences précédentes. Divers membres de la famille étaient venus assister à la conclusion d'une affaire qui avait divisé notre famille élargie. Les preuves présentées étaient substantielles, l'accord de copropriété documenté avec clause de transfert automatique, la copie authentifiée du testament original de maman avec M. Wilson, l'acte de transfert au décès dûment déposé 2 ans avant la mort de maman, l'avis médical du docteur Martinez sur la capacité cognitive compromise de maman, le témoignage de Martha concernant la cachette de documents, les courriels incriminants fournis par Tyler. La preuve que Robert avait mis la maison en vente immédiatement après les funérailles, les images des caméras de sécurité montrant Robert tentant d'entrer illégalement dans la maison, la déclaration sous serment du notaire confirmant que sa signature avait été falsifiée. Tyler a témoigné en dernier, confirmant l'authenticité des courriels et décrivant comment Robert avait planifié de contourner l'accord de copropriété des mois avant la mort de maman. Il a également témoigné des dettes de jeu de Robert et de la façon dont il avait liquidé des actifs destinés à Tyler pour payer ses dettes. Le visage de Robert est devenu de plus en plus pâle à mesure que son fils témoignait contre lui. Son avocat a fait des objections peu convaincantes que la juge Ramirez a constamment rejetées. Après 2 jours de témoignage, la juge a rendu son jugement avec une certitude claire et inébranlable, l'accord de copropriété entre Catherine Henderson et Melissa Henderson est valide et juridiquement contraignant selon la clause spécifique qu'il contient et renforcée par l'acte de transfert au décès dûment exécuté. La part de la propriété de Catherine Henderson a été automatiquement transférée à Melissa Henderson à son décès, la rendant seule propriétaire. Le transfert de propriété du 12 avril est invalidé en raison d'incapacité et de coercition prouvée. Le testament original est reconnu comme la véritable expression des intentions de Catherine Henderson. De plus, M. Henderson est ordonné de rembourser tous les frais juridiques et de restituer tous les actifs qu'il a indûment liquidés de la succession de Mme Henderson. La juge Ramirez a également noté qu'elle renvoyait l'affaire au bureau du procureur de district pour d'éventuelles accusations criminelles liées à la signature falsifiée du notaire. Alors que nous quittions la salle d'audience ce jour-là, je n'ai ressenti ni triomphe ni vengeance, seulement la paix et la validation. La maison où j'ai grandi, où j'avais pris soin de ma mère, où nous avions construit des souvenirs ensemble, était à nouveau en sécurité. Robert ne m'a pas regardé en quittant le palais de justice. Tyler a hésité dans le couloir, puis s'est approché avec prudence. « Je suis désolé », a-t-il dit simplement. « Pour tout. » J'ai hoché la tête, pas tout à fait prête à pardonner complètement, mais reconnaissant son rôle dans la justice finale. « Elle aurait été fière de vous », a-t-il ajouté maladroitement. La façon dont vous vous êtes battu pour ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, 18 mois après la décision du tribunal, j'ai transformé une partie de la maison en un petit centre de soutien pour les aidants familiaux, offrant des ressources et un espace de repos pour les personnes qui se sacrifient tant pour leurs proches comme je l'ai fait. Tyler et moi maintenons une relation prudente mais cordiale, tous deux victimes, de manière différente, de la manipulation de Robert. Robert a déménagé dans un autre État après avoir fait face à des enquêtes supplémentaires pour fraude et falsification. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il avait dû vendre sa propriété de Sedona pour payer ses frais juridiques et ses dettes de jeu. Ce que j'ai appris à travers ce voyage, c'est qu'établir des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autopréservation.
Que votre voix et vos droits comptent, même lorsque les membres de votre famille essaient de vous convaincre du contraire. Que parfois, le véritable héritage de quelqu'un que vous aimez n'est pas une propriété, mais la force que vous trouvez pour défendre ce qui est juste et honorer leurs vraies intentions. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait être confronté à une bataille similaire. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est de savoir que nous ne sommes pas seuls et que la justice, bien que lente, est possible. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez entendre plus d'histoires sur la façon de vous défendre contre toute attente.